Bonjour à tous, ravi de vous d'animer ce webinaire avec Marion et Sébastien. Sébastien qui vont bonjour Sébastien, Bonjour Pascal. qui vont se présenter à vous et puis vous l'avez compris, le thème du jour c'est la gestion des risques dans les services. Ce que je vous propose, c'est même si on vous connaît, que chacun puisse se présenter. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. C'est Parfait. parti. Marion, on Marion. commence par toi. Oui, donc Marion Emmerich, je dirige le cabinet Plénita. Alors nous sommes un cabinet de courtage, ce qu'on appelle un courtage de niche, c'est-à-dire qu'on est vraiment dédié au secteur des établissements, services sociaux et médico-sociaux, tout cet environnement SSMS. Et en tant que courtier, un courtier, qu'est-ce que c'est? C'est un intermédiaire qui est là pour en fait défendre les intérêts du client, contrairement à un agent général qui, lui, défend les intérêts de la compagnie, qui est mandataire de la compagnie. Aujourd'hui, on a une approche qui est orientée sur la gestion des risques parce que pour moi, le contrat d'assurance est une solution, mais ce n'est pas simple, c'est une solution parmi d'autres. Et que certes, c'en est une, mais l'analyse et la gestion des risques est primordiale avant tout. Voilà. Donc, heureuse d'être parmi vous avec le petit désagrément de ce retard, avec toutes mes excuses. Bonjour à tous. Je suis Sébastien Vray. Je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle Ezio, qui permet de supprimer au maximum les risques de la gestion d'argent, des dépenses qui sont réalisées par les professionnels du médico-social pour le compte de personnes vulnérables. Et je suis très engagé, en tout cas, moi, dans la formation aussi sur la transition digitale et numérique, notamment avec une fédération, la FEDESAP. Donc peut-être certains d'entre vous m'ont déjà eu en cours sur la transition numérique dans les services à la personne. Donc j'aime bien parler informatique, numérique et tout un tas d'outils qui permettent notamment, et c'est le cas aujourd'hui, de poser les choses sur la partie de gestion du risque. Et enfin, Pascal Lévy, bonjour à tous. Je dirige le cabinet d'expertise comptable et de conseil Galaxy Conseil. On intervient bien évidemment dans le secteur depuis de nombreuses années maintenant, à la fois sur les aspects sociaux, sur les aspects comptabilité classique et pilotage de gestion. Et récemment, on a monté un organisme de formation qui est dédié en partie au secteur avec une offre spécifique sur les services à la personne, sur le référentiel HAS. Voilà, je vous invite à consulter nos programmes de formation. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion du risque. Alors, pourquoi le risque il nous paraissait important. Tous les trois, on a des parcours différents et on intervient de façon différente sur le secteur. Toutefois, on a noté ensemble que ce qui nous paraissait important, c'est effectivement la gestion du risque. La gestion du risque, à quel titre Ce qu'on demande à un dirigeant, c'est certes d'être performant, c'est certes d'avoir de la rétention, c'est-à-dire que l'idée, c'est de conserver et de fidéliser ses salariés, c'est un point absolument déterminant. Mais au-delà de ces exigences en tant que dirigeant, avant tout, c'est pérenniser la structure et l'entité juridique pour laquelle on travaille. C'est le point numéro un et au fond, c'est ce qu'on demande aux dirigeants. Et c'est, si on devait fixer un objectif, l'objectif premier, ce serait celui-là. Et donc, pour pérenniser, il faut une activité, il faut bien avoir conscience des différents qu'on a et d'apprendre à la gérer. Et au fur et à mesure que les uns et les autres, on avance dans la direction et dans la gestion d'une entreprise, on s'aperçoit que la partie risque est absolument fondamentale. Il y a des risques qui peuvent être structurels et qui peuvent mettre en danger la pérennité de la structure. C'est pour ça qu'il nous est apparu important de faire un focus particulier sur les risques et sur la façon de les gérer, puisque un risque, ça se gère. Et l'idée, c'est de vous apporter
nos points de vue et nos expériences sur le sujet. Voilà. D'où la jeunesse de ce webinaire. Et il nous est apparu à différents titres et là encore, en intervenant à différents niveaux, de vous faire part d'où on en est sur les pratiques qu'on avait pu constater, les bonnes pratiques. Voilà. Donc, effectivement, on verra quelle est la nature du risque, comment on peut s'en prémunir, comment on peut opérer un suivi, parce que c'est pas le tout de s'en prémunir à l'instant T. Le risque, il est permanent et les faits de pouvoir gérer un risque, faut mettre en place des actions sur la durée. Il faut effectivement pouvoir aussi s'adosser voilà, à différentes structures d'accompagnement. Alors, ça peut être effectivement un cabinet de courtier, ça peut être des personnes ou des structures qui offrent des solutions techniques qui permettent de se protéger, et ESIO en fait partie. Et puis, ça peut être, et bien évidemment, des cabinets d'avocats, ça peut être des consultants en termes de qualité pour les aspects réglementaires, et puis ça peut être effectivement des experts comptables. Voilà, l'idée, c'est essayer de faire une synthèse de tout ce que identifier la nature de risque, leur probabilité, l'impact que ça peut avoir sur vos entités juridiques, et après, comment on peut s'en prémunir et avoir des actions préventives et s'entourer j'allais dire, des personnes qui vont bien pour vous accompagner dans ce long chemin qui est la gestion d'une entité juridique. Qui n'a jamais terminé. Alors moi, je vais prendre la parole par rapport à l'identification des risques. Donc effectivement, il n'y a pas qu'un seul risque, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que la première des choses à faire, c'est tout simplement de lister, identifier les risques, les différentes natures de risques, et on va le voir après, auxquelles la structure, qu'elle soit associative ou entrepreneuriale, peut être confrontée. Il y a des risques endogènes qui sont propres à l'intérieur de la structure. Il y a des risques également, ce qu'on appelle exogènes, qui sont à l'extérieur et qui peuvent, qu'on ne peut pas maîtriser, ou au moins, voilà, qui peuvent avoir un effet plus ou moins intensif sur la structure. Donc, on va regarder déjà dans un premier temps quelles sont les différentes natures de risques et comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux. Donc là, vous avez 6 grandes familles. Déjà, quand on dirige une structure, on part sur un point de vue stratégique. Est-ce qu'on veut faire de la croissance interne? Est-ce qu'on veut faire de la croissance externe? Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont les choix de stratégie par rapport à la concurrence, la valeur ajoutée qui peut y avoir aussi? Enfin, tout ça fait qu'on établit une stratégie à 1 an, 2 ans, et qu'on pose quelles sont les vulnérabilités qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de la concurrence, etc. Donc la stratégie est un des piliers, est un des différents risques auxquels il faut se poser la question. Est-ce qu'on transmet aussi l'entreprise? On peut la transmettre à ses enfants. Enfin voilà, il y a différentes choses, et comment on s'accompagne. Après, vous avez les risques opérationnels. Pour moi, dans le domaine des services à la personne et plus généralement des ESSMS, le risque primordial opérationnel, c'est tout ce qui est lié en fait au recrutement, au RH. Ça, en matière de risque opérationnel, c'est une chose. Donc, la gestion du personnel est primordiale et sur lequel il faut s'attarder, d'autant plus en cette période de post-Covid où la vision du travail est différente, on va dire. Après, vous avez tout ce qui est l'aspect risque financier. Les risques financiers, est-ce qu'on fait des emprunts? Est-ce qu'on souhaite tout simplement avoir des associés? Donc, dans les risques financiers, vous avez aussi, on le verra, l'aspect protection juridique. Vous avez l'aspect dirigeants sociaux. Voilà. Donc ça, ce sont des choses. Il faut tout ce qui est conformité, loi et règlement. Bien évidemment, lorsqu'on dirige une structure,
on doit respecter les lois et règlements qui s'imposent et être prêt en cas de contrôle URSSAF, de contrôle fiscal, et respecter les règles. Si on est une association, tout simplement faire une assemblée générale, rendre des comptes vis-à-vis des dirigeants de droit, vis-à-vis des dirigeants de fait, enfin voilà, les délégations de pouvoir, tout ça. Et savoir si on est réglo ou pas du tout. Il y a bien évidemment aujourd'hui un risque de réputation. Le risque de réputation peut se faire avec des concurrents, il peut se faire, alors on le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, voilà, où on peut tout à fait être dénigré, même ça peut venir de salariés qui dénigre aussi une structure. Donc, on a l'aspect réputationnel est extrêmement important, ne cesse que les avis aussi sur Google. On a tous été confrontés à des trolls, des faux avis qui viennent malheureusement, les gens qui ne vous connaissent pas, ça vient, voilà, ils se font une image pas forcément la plus cohérente et la plus correcte possible vis-à-vis de votre structure. Et puis quelque chose où en tant qu'expert responsable et CAC, je pense qu'il y a une sensibilité également. Et aujourd'hui, c'est le risque qui est lié à la cybersécurité, ce qu'on appelle cyber et fraude interne et fraude externe. Voilà, il faut se poser la question non pas si notre structure va être impactée. Oui, elle va l'être. Elle va être impactée par le risque cyber. Oui, mais quand ? Et comment est-ce qu'on peut diminuer l'impact vis-à-vis de ce risque cyber qui aujourd'hui est un risque émergent et peut être extrêmement vulnérable et intensif également vis-à-vis de la structure. On n'en a pas forcément conscience, on pense que ça peut être les grands groupes, les grosses entreprises, mais non, toute taille de structure peut être confrontée au risque cyber, au risque de fraude interne, externe, usurpation d'identité, ce qu'on appelle fraude au président. Voilà. Donc, il y a deux notions fondamentales qu'il faut connaître. Quand on parle de risque, il y a déjà la fréquence, c'est-à-dire la répétition d'un même risque. Je vais vous prendre l'exemple. Voilà, vous avez peut-être des salariés qui conduisent. Vous avez énormément de risques de dommages sans tiers identifiés. Pourquoi est-ce que les salariés abîment très fréquemment soit les véhicules de la structure, soit leurs propres véhicules et qu'elles ont constamment en fait des véhicules alors qu'il n'y a pas forcément implication d'un tiers. Et là, il va falloir se poser des questions en matière de prévention. Voilà, ça c'est une chose. Et dans un deuxième temps, vous avez tout ce qui est intensité-gravité, c'est-à-dire qu'il peut avoir un impact. Il suffit d'un seul événement, mais qui peut monter à plusieurs millions d'euros et qui peut conduire même à ce qu'une structure dépose le bilan. Ça peut être, par exemple, quand on a parlé du cyber il y a quelques instants, on peut être victime d'une attaque cyber, ça peut atteindre notre réputation et malheureusement, ça vient à ce que la structure soit obligée d'être en liquidation judiciaire. Ça, c'est arrivé à un de mes clients, en l'occurrence. Et il ne mesurait pas l'impact du cyber, il l'a mesuré après coup. Donc ça, c'est des choses où l'intensité, où vous pouvez avoir un salarié qui se tue en voiture. Ça peut monter à imaginer une mère de famille avec plusieurs enfants, une trentaine d'années. Voilà, ça peut se monter à plusieurs millions d'euros et vous êtes, en tant qu'employeur, on peut rechercher votre responsabilité. Voilà. Donc, on va parler des différents risques potentiels. On a déjà vu de manière un peu plus précise. Déjà, la première des choses, c'est le risque de responsabilité civile, c'est-à-dire que vis-à-vis des tiers, mais vis-à-vis aussi de vos salariés, qui sont sous vos responsabilités, puis qui peuvent causer des dommages à des tiers. Il faut savoir qu'on est sur la responsabilité du commettant et que, forcément, vous pouvez être impliqué en tant qu'employeur.
Après, on a tous, voilà, vous avez les risques incendie, vous avez les risques de crue, vous avez les risques aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'un risque climatique, que ça soit sécheresse ou alors que ça soit inondation, surtout dans certains coins de France qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. Vous avez un risque d'exploitation, demain vous avez un incendie qui vous empêche de travailler parce que vous avez une micro-crèche, vous avez un énorme dégât des eaux et vous avez une micro-crèche, elle est obligée de fermer, il faut remettre les enfants ailleurs, etc. Problématique avec votre bailleur, c'est des choses qui arrivent. Vous avez tout l'aspect réglementaire. Donc, la loi et règlement, on a vu, c'est l'inspection du travail, possibilité de contrôle URSSAF. Est-ce que évaluation interne, évaluation externe, est-ce que votre agrément, on peut vous le retirer également si vous ne répondez, vous ne répondez pas à vos attentes. Donc ça, ce sont des choses qui, même, on peut faire un lien avec le risque lié à l'emploi, tout ce qui est du litige des violations sociales, litige prud'homo, où on peut rechercher votre responsabilité en cas de licenciement abusif, discrimination, harcèlement sexuel, harcèlement moral également, ou même on peut revenir vers vous après une rupture conventionnelle ou pendant un certain laps de temps, ça peut être qualifié en licenciement abusif. Rupture abusive du contrat. Donc ça, ce sont des choses auxquelles vous pouvez être confrontés. Si on fait un lien également avec en haut, où on peut rechercher votre responsabilité en cas de faute inexcusable de l'employeur, ce sont toutes les blessures liées au travail. Ce sont les troubles musculo-squelettiques sont quand même un des faits majeurs en matière d'accident du travail sur la population, qui est celle des services à la personne, ce qui nous concerne, ESSMS plus généralement. Mais c'est vrai que on a tous connu quelqu'un qui, suite à des risques musculo-squelettiques, n'hésite pas à mettre en cause son employeur, ce qui veut dire également aussi inaptitude. Voilà, donc les différents risques auxquels vous pouvez être confrontés. Votre structure peut être confrontée. Maintenant que Marion nous a bien plombé le moral avec cette culture du risque, vous êtes dirigeant, vous avez un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est essayer de maîtriser le plus possible les choses pour les anticiper, les prévenir, améliorer de manière continue. La première étape, c'est d'identifier les risques et mettre en place un suivi. Pour identifier les risques, honnêtement, c'est assez simple. Vous vous regroupez avec soit les cadres dirigeants et aussi les employés pour faire un exercice qui est assez simple. C'est, pour chacun d'entre vous, quels sont tous les risques auxquels vous pouvez être confrontés. Et même parfois, je vous invite à inventer, imaginer même les risques les plus farfelus. Nous, c'est ce qui nous a été demandé de faire, puisque Esio, nous, on est agréé auprès de l'ACPR, qui est le gendarme en fait de la Banque de France, puisqu'on est une néobanque. Il nous avait demandé de réaliser ce qu'on appelle une cartographie des risques. Cette cartographie des risques, en gros, c'est un tableau Excel dans lequel vous allez analyser le niveau d'impact. Vous allez lister tous les risques possibles, évaluer le niveau d'impact que ça peut avoir, donc par exemple de très peu probable ou à très élevé, et le risque de survenance, donc on parlait de fréquence tout à l'heure avec Marion, le risque de survenance, est-ce qu'il est faible ou est-ce qu'il est très élevé? Et donc, dans ce tableau Excel, imaginez, au prisme de ce que vient de lister Marion sur les risques responsabilité civile, musculo-squelettique, réglementaire ou autre, chacun va dire, moi par exemple, je conduis. Moi, je conduis beaucoup. Ah oui, mais moi, je conduis beaucoup sur des routes de campagne. Ah oui, le véhicule est vieux. Tiens, j'entends un bruit. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Et en fait, imaginez toutes les scènes, même les plus improbables. C'est un exercice où je pense qu'il ne faut pas se limiter. Et en face de chaque risque, vous allez, si Marion, tu peux partager, la cartographie des risques qu'on a faite, nous, pour la Banque de France. On s'est amusé à se projeter dans vos comportements, en tout cas le comportement de nos clients. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec une carte bancaire et un compte bancaire?
Et on s'est dit, bah voilà, tiens, peut-être que le manager est de mèche avec l'employé, donc il va augmenter un plafond. Comme ça, il dit, tiens, j'ai augmenté le plafond, ou je vais demander à quelqu'un d'augmenter le plafond, comme ça sera lui éventuellement qui sera incriminé. Et ce plafond, on va le dire à l'employé, et lui va pouvoir retirer de l'argent. Mais voilà. Et donc, en fait, on a inventé tous les scénarios possibles. Et vous voyez, par exemple, vous allez simplement ajouter la typologie des risques. Donc là, vous reprenez, moi on a mis financier ou autre, mais vous reprenez la typologie qu'a listé Marion. Vous décrivez le risque de manière précise. Vous évaluez l'impact, donc de fort à faible. Ensuite, c'est la fréquence possible de risque. Donc évidemment, quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours a un risque de fréquence d'un survenu du risque qui est beaucoup plus important. Est-ce que le risque est très important? Et à la fin, mettez ce que vous avez déjà mis en place. Donc c'est vraiment une cartographie à l'instant T. Ce que vous avez déjà mis en place pour contrôler ou évaluer contrôler ce risque. Donc, évaluation des contre-mesures. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou est-ce qu'elles ne sont pas du tout satisfaisantes? Et à la fin, vous avez un risque net. Donc, en fait, vraiment, c'est une discussion assez libre. Vous allez dire, ah oui, mais ça, bon, ok, je prends souvent ma voiture, mais les accidents, c'est rare. Ah oui, mais par contre, de taper dans un poteau, d'abîmer la voiture, ça arrive plus souvent. Ok. Nous, sur Ezio, c'est est-ce que les intervenants à domicile prennent de l'argent des personnes vulnérables pour aller faire leurs achats? Ok, bon, comment ils font? Ils prennent le chèque, ils prennent la carte bleue. Ah non, nous, on ne prend pas les moyens de paiement. On demande à l'établissement d'avancer l'argent. Ok, oui, mais donc si c'est la personne s'en va avec l'argent de l'établissement, etc., etc. Listez le plus possible de choses et ensuite, vous allez voir très naturellement apparaître des priorités d'intervention. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, qui peut prendre un peu de temps, vous avez une vue assez claire de l'ensemble des risques potentiels. Et ce document, vous pouvez aussi évidemment améliorer, ajouter des risques. Nous, par exemple, on ne s'était pas rendu compte possible que un jour, on a eu un vol sur une carte de paiement Ezio. Personne ne savait d'où ça venait. À la fin, c'était la fille d'un employé qui s'était acheté un jeu de PlayStation avec. Donc, on a rajouté, tiens, ça peut être l'entourage de l'intervenant à domicile qui voit cette carte, qui l'utilise et qui s'en sert. Voilà, je vois les émoticônes de rire. Nous aussi, ça nous a fait rire sur le moment. Mais en tout cas, on verra plus tard que le fait d'avoir utilisé un prestataire comme Ezio, eh bien, le risque d'image est complètement écarté puisque c'est entre l'intervenant et la structure, puisque la carte n'est plus une carte de la personne, du client, c'est une carte qui est prêtée par la structure. Donc, ça reste presque en interne. Donc, le dispositif de contrôle était beaucoup plus satisfaisant que si c'était un contrôle où on devait vérifier les tickets ou les carnets de liaison, si l'argent était bien rendu, etc. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a cartographié les risques, il faut mesurer. Mesurer l'instant T, quels sont, par exemple, quel est le nombre de kilomètres que vous faites? Quel est le nombre de personnes qui ont des voitures? Le nombre de voitures que vous avez? L'importance de la mesure, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut tout mesurer. Aujourd'hui, quand on dit le savoir, c'est le pouvoir, pas le pouvoir au sens j'ai du pouvoir, c'est juste j'ai du pouvoir d'agir. Et donc, si vous mesurez, par exemple, le nombre, si vous avez un tableau Excel ou alors que votre ERP, votre logiciel métier, vous permet de noter les nombres d'arrêts de travail, par exemple, de vos salariés. Vous avez tant de personnes, vous avez tant d'arrêts de travail. Et vous avez un pourcentage d'arrêts de travail qui se déclenche par mois, par exemple, par prorata du nombre de salariés. Vous avez un nombre d'arrêts de travail qui se déclenche et vous avez la date, puisque vous avez tout répertorié. Eh bien, vous pouvez commencer à dire, OK, ces 30%-là d'arrêt de travail, est-ce que mon objectif, ce ne serait pas de diminuer le nombre d'arrêts de travail? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on pourrait baisser de 10% le nombre d'arrêts de travail dans nos structures? Et si cet objectif, comme disait Marion tout à l'heure, stratégique, est clair dans votre tête, parce que vous avez vu qu'en mesurant ce risque, en mesurant tout un tas de données de votre activité, vous dites cette donnée-là est importante, je vais donc pouvoir inscrire un chiffre pour le réduire,
Eh ben, c'est beaucoup plus facile à piloter. Est-ce que vous savez, par exemple, est-ce que vous connaissez le taux de satisfaction de vos clients? Est-ce que vous connaissez le taux de satisfaction de vos employés? Est-ce que quand vous déposez une annonce pour un poste, vous avez inscrit, tiens, j'ai mis une annonce tel jour, tableau Excel, j'ai une autre colonne, j'ai eu 25 réponses, j'en ai retenu 10, donc ça me fait un pourcentage de déchets, je me mets un pourcentage en face de bons CV. Sur ces 10, j'en ai sélectionné j'en ai sélectionné 10, mais j'en ai vu que 5 en entretien. Donc vous voyez, par exemple, j'ai un pourcentage de retenue de ces CV. Et sur les 5 que j'ai vus en entretien, combien au final vont faire l'affaire? Ben, il n'y en a forcément qu'un, mais est-ce que cette personne-là va rester? Et ensuite, est-ce que vous avez même ce chiffre de combien cette personne est sa durée de présence dans l'entreprise? Est-ce que vous savez quel est le taux moyen, la longévité de chacun de vos employés? Ça peut paraître anodin et ça peut paraître un peu fastidieux à mettre en place, mais la culture de la mesure est pour moi une culture importante parce que c'est un outil de pilotage. C'est l'outil de pilotage peut-être le mieux pour évaluer, parce que de toute façon, si vous mettez en place ensuite ce qu'on va voir, une anticipation des risques, vous mettez des contre-mesures pour ces risques-là, bah, il faut quand même mesurer les effets de vos opérations, sinon vous naviguez à vue. Donc cette récolte de données, elle se fait de deux manières. Soit vous avez des logiciels qui vous donnent ces mesures-là. Par exemple, j'imagine que dans votre ERP, vous connaissez la date d'embauche d'un salarié, puis la date de sortie éventuellement. Est-ce que vous avez le nombre d'appels non répondus? Ces logiciels-là peuvent vous donner des datas. Ces datas-là, si vous n'êtes pas familier avec l'extraction de données, puis le traitement de données, je vous invite à le faire. Et à le faire de manière assez simple avec un tableau Excel. Il y a un certain nombre de visualisations qui sont possibles avec Excel. Et si vous ne vous sentez pas capable de faire ça, eh bien, interrogez des prestataires qui vont vous aider à analyser toutes les données que vous avez. Ensuite, si vous n'avez pas ces données-là qui sont plutôt quantitatives, vous pouvez et vous devez mettre en place des données issues de votre propre suivi. Et là, il n'y a pas de secret. C'est photonoté. En fait, le Durkheim, lui, en tant que grand sociologue français, il utilisait un papier et un crayon parce qu'il notait tout. Il notait tout. C'est un peu comme les gens quand ils prennent vous savez, pour voir le nombre de personnes qui passent dans une file ou dans une foule, bah, soit on note, soit on a un petit outil et puis on compte, parce qu'on veut mesurer la fréquentation et on a besoin d'outils. Et donc, vous pouvez mettre en place des enquêtes pour tout. Et ce monitoring, ensuite, vous le reportez et vous pouvez l'analyser. Donc voilà ce que je voulais dire sur la récolte de la donnée, l'importance de mettre en place une donnée, une culture de la donnée, parce que vous pouvez avoir un ressenti sur les choses. Ce ressenti, à mon avis, est plutôt bon, parce que vous savez si, oh là là, j'en ai marre, j'ai beaucoup d'arrêts de travail. Oui, mais combien? Je crois que Marion, c'était toi. Oui, non, c'est à moi. J'ai regardé juste un peu les questions qu'il y avait et par rapport à voilà, dans le chat. les choses. Ouais. Par rapport au chat, ça m'intéressait de savoir en fait les différentes questions et où est-ce qu'on allait et le ressenti aussi des gens. Par rapport aux différentes mesures de prévention, enfin pour moi la prévention elle est essentielle. Elle est essentielle de travailler en amont et de mettre en place des actions préventives. Alors là où il peut y avoir le plus d'impact pour une structure, il y a deux champs. Le champ de la responsabilité civile et le champ en fait de cybernétique, tout ce qui est cyber, qui aujourd'hui est. Enfin, j'insiste sur ce point plus particulièrement parce que je pense qu'on pense que voilà, on est les entreprises de service à la personne, les structures de service à la personne ne sont peut-être pas forcément acculturés à tout ça. Et c'est fort dommage parce que ça peut avoir des impacts non négligeables. Donc voilà, la prévention, se former et s'informer, former son personnel, s'informer soi-même en tant que dirigeant est une chose essentielle. On peut passer au slide suivant. En matière de responsabilité civile, effectivement, il faut déjà identifier les risques et voir
quels sont les dommages qu'on peut causer aux tiers à travers les différentes actions que vous avez. Alors, si on est sur la garde d'enfants, bien évidemment, il y a le défaut de surveillance et aujourd'hui, Dieu sait que voilà, on est tous happés avec notre téléphone et que malheureusement, il suffit de regarder juste 10 secondes son téléphone. Et ça, c'est un autre cas qu'on a eu. L'enfant peut partir sous la surveillance de la nounou et se faire culbuter par une voiture. Donc, on a eu ce cas-là avec la petite qui s'est retrouvée en soins intensifs. Ça, c'est une chose. Après, voilà, le défaut de surveillance est essentiel dans la petite enfance. Nous, on a l'évaluation des risques aujourd'hui, quand les personnes font le ménage par rapport, comme on a notre propre service sinistre, alors on a tout ce qui est la centrale vapeur qui peut être cassée, mais ça encore, c'est moindre. On a les fenêtres dégondées, on ne comprend pas les fenêtres dégondées, donc voilà, former le personnel sur tout ça. Hein. Pareil, le Silite Bank, on croit que c'est extrêmement intéressant, mais finalement, ça cause des fois plus de dégâts sur une cuisine par exemple, qui vient d'être installée, ou sur des dalles utiliser du vinaigre blanc. On dit super, c'est hyper écologique, et finalement, des dalles... elles ont besoin d'être lavées simplement à l'eau claire et ça bousille tout. Des intervenantes qui viennent, ça je ne comprends pas, avec des talons chez le particulier et qui donnent des coups dans le parquet. Enfin, je pourrais vous énumérer une liste extrêmement longue et c'est vrai que évaluer les risques en amont avec ce que vous pouvez avoir au quotidien avec les structures, avec les familles sur lesquelles vous intervenez ou les particuliers chez qui vous intervenez et former, sensibiliser votre personnel à tout ça. La pédagogie vient par la répétition. Ne jamais cesser de former son personnel. Même si vous pensez qu'une fois, voilà, ils disent c'est bon. Non, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois, c'est tout le temps, c'est rabâcher, re-rabâcher, et c'est comme ça que vous éviterez en fait d'avoir des pépins qui peuvent être de plus ou moins grande intensité. Ce qui veut dire aussi, c'est ne pas faire des procédures, ne pas mettre des notes de service, avoir des chartes d'engagement, avoir des politiques internes qui permettent tout simplement de faire baisser la responsabilité des structures. Par exemple, tout simplement vis-à-vis des bénéficiaires, il peut une télé qui a 20 ans et qui vient, c'est pas forcément de la faute de l'intervenante, la télé elle était out, c'est pas à la structure de payer la télé. Et ça, c'est de préciser les conventions qui vous lient avec les bénéficiaires. Des écrits, rien ne vaut les écrits pour après, s'il se passe quelque chose, désengager votre responsabilité. Ça veut dire également faire des audits. Alors je sais que par exemple avec la FEDESAP, il y a des audits qui se font en matière de RH, avec d'autres structures aussi. Voilà, est-ce qu'on respecte les règles? Est-ce qu'on respecte les normes de sécurité auxquelles on doit répondre? Ça, c'est également toujours évaluer, toujours se dire est-ce qu'on est raccord ou pas raccord? Est-ce qu'on est en conformité ou pas en conformité? Si on n'est pas en conformité, il faut mettre un plan d'action en place. Et derrière, voir l'impact que ça peut avoir avec un suivi. Et pour voir voilà, les choses qui pourraient se passer et où votre responsabilité pourrait être potentiellement engagée avec un certain... Voilà, ça pourrait mettre à mal votre réputation également. Il y a des couvertures d'assurance, qui sont appropriées. Il y a des choses où vous ne pouvez pas simplement avoir sur vos fonds propres. Si demain on va mettre à mal votre responsabilité civile et parce que, par exemple, il y a eu un décès d'un bénéficiaire et que la famille ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas prodigué les soins à leur maman,
Alors que, voilà, par exemple, elle devait peut-être être placée en EHPAD et il y a des choses où des fois vous n'avez pas le choix en tant que structure et il y a des familles qui ne sont pas prêtes au décès. Il y a aussi des familles qui n'hésitent pas tout simplement par l'appât du gain à soutirer un maximum d'argent vis-à-vis de la structure parce qu'il y a des personnes qui sont intentionnées mais d'autres qui ne le sont pas. Vous avez besoin d'être accompagné aussi bien au niveau des frais d'avocat et si vous étiez condamné à payer des dommages et intérêts au titre du civil, puisque le pénal ne peut pas être couvert par les assurances. Les frais de défense au pénal, oui, mais pas les condamnations. C'est important que voilà, l'assureur puisse payer cette somme à votre place, plutôt que ça impacte financièrement votre structure. Mais ça veut dire aussi avoir une culture de prévention et d'information au préalable pour diminuer, les sinistres éventuels ou le coût qui pourrait y avoir. Alors, autre chose, comme je vous ai dit, sur lequel il faut s'attarder aujourd'hui, c'est que on n'est pas à l'abri d'une attaque cyber. Votre structure n'est pas à l'abri d'une attaque cyber. C'est pas du ressort des contrats d'assurance qu'on peut avoir en responsabilité civile, en dommages ou même en protection juridique, que le cyber est un risque non négligeable de par les temps qui courent, avec les pays qui peuvent tout simplement en vouloir à vos données et que ça peut mettre à mal votre structure. Donc, c'est important d'analyser cette vulnérabilité, de voir si au niveau de vos systèmes, est-ce que vous êtes assez armé pour faire face à ça, en lien avec votre prestataire Internet. C'est important aussi parce qu'aujourd'hui, tout est en cloud, tout est soit sur serveur, soit... comment sont établies vos sauvegardes, que votre prestataire Internet, en lien avec lui ou alors avec l'Agence nationale de sécurité informatique, vous pouvez en fait vous former et régulièrement former vos salariés parce que les salariés aussi sont plus dans les pratiques et vont penser que ce n'est pas forcément... ils n'ont pas forcément conscience de ce risque-là, mais c'est par l'erreur humaine qu'une attaque cyber, répondre à un mail, à un cheval de Troie, du phishing, etc., c'est par là que ça peut commencer, que ça peut mettre à mal votre structure. Et ça veut dire également, pendant X jours, ne pas pouvoir travailler, ne pas avoir les plannings d'intervention. Imaginez que si vous êtes une structure une belle structure, vous pouvez pas si telle personne est diabétique n'a pas eu les soins qu'elle devait, ça pourrait mettre à mal sa santé et on pourrait très bien se retourner contre vous. On peut retrouver aussi des données sensibles sur le dark web, des données sensibles en matière de santé, mais aussi tout ce qui est lié au RIB. Donc, c'est important d'avoir une mise à jour avec la personne qui s'occupe de votre logiciel Internet, savoir comment vous pouvez vous faire accompagner en la matière, comment on peut vous former, faire aussi ce qu'on appelle des crash tests, c'est-à-dire vous mettre dans une situation où, par exemple, vous avez eu une attaque cyber et comment est-ce que réagissent vos salariés. Ça, ce sont des choses que je vous invite à faire. L'Agence nationale de sécurité informatique est tout à fait à même, c'est à eux que vous déclarez les sinistres, mais quand vous avez une attaque, mais sont à même de vous accompagner dans cette acculturation, dans cette sensibilisation et de faire le point tout ça sur est-ce que vous êtes armé ou pas et comment vous pouvez faire face à une attaque cyber, c'est vraiment important. Et puis, comment récupérer les données après ça? Je vous ai mis dans le chat les recommandations les plus rapides et les plus faciles à suivre pour déjà vous préparer sur la cyber. Ouais. Merci, Après,
Voilà, il faut vous faire accompagner aussi pour récupérer les données, pour déjouer si vous avez du ransomware, etc., la demande de rançon. Quelles sont les choses à faire? Par exemple, si vous avez eu un incident, il faut tout de suite aller faire un dépôt de plainte au commissariat, aux autorités de police ou à la gendarmerie. Voilà, comme ça peut être quand vous êtes victime d'un vol par préposé et tout, c'est important de le faire le plus rapidement possible, c'est-à-dire idéalement dans les 24 heures. Alors, là, il s'agit, l'autre séquence, c'est les risques réglementaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par risque réglementaire? C'est assez large, hein. C'est tout ce qui relève des non-conformités d'un point de vue légal. Donc, vous êtes tenu de respecter le droit du travail, vous êtes tenu de respecter la convention collective, vous êtes tenu de respecter le code général des impôts. Vous allez me dire, ça en fait beaucoup. Et puis, vous êtes tenu de respecter tout ce qui est le cahier des charges et tout ce qui est évolution du cahier des charges dans vos différentes activités. Donc, si on peut vous comment ça se traduit en termes de risque, bien évidemment, vous êtes tenu de respecter un certain nombre de règlements et donc la traduction du risque, elle se passe au niveau, effectivement, risque prud'homal. Si vous ne respectez pas la convention collective, si vous respectez pas le code du travail, on va prendre un exemple simple, hein. En cas de licenciement, si vous respectez pas la procédure, effectivement, vous risquez, pour non-respect de procédure, vous risquez probablement une indemnité proche de 6 mois. 6 mois de salaire, donc c'est conséquent. Sur les autres aspects, par exemple sur les aspects URSSAF, on a effectivement animé un webinaire sur les risques URSSAF dans le secteur. Le risque URSSAF, ils sont assez précis et assez bien identifiés. C'est la correcte application de l'exonération pour les aides à domicile, hein, dans la limite de 1,2 SMIC, par exemple. C'est aussi tout ce qui relève des avantages en nature, c'est tout ce qui relève euh, des cotisations qui auraient dû être appelées si vous aviez correctement établi les bulletins de paie. On va prendre un exemple simple, hein. Si à supposer que des intervenants réalisent des heures complémentaires et que ces heures complémentaires ne soient pas majorées, l'URSSAF est parfaitement en droit de considérer que sur ces heures majorées, elle a un manque à gagner et donc du coup qu'elle appelle les cotisations correspondantes, quand bien même vous ne les auriez pas appelées. La position de l'inspection du travail, elle, serait en revanche différente. Elle vous demanderait une régularisation sur l'année, voire les années précédentes, pour que effectivement les compléments de salaire soient organisés. Donc, on voit qu'à travers les contrôles et les systèmes de contrôle en France, on touche bien du doigt le risque, les risques correspondants. On va prendre un autre risque, par exemple, sur le non-respect des règlements. Vous savez bien que massivement les salariés sont en temps partiel. Vous proposez parfois des temps partiels qui sont inférieurs à 24 heures par semaine. Le salarié doit vous demander expressément de réaliser moins de 24 heures par semaine. Si jamais, effectivement, vous ne faites pas signer au salarié cette dérogation, il pourra être à même, par la suite, à vous réclamer des compléments de salaire équivalents à ceux d'un temps plein. Donc, on voit que, voilà, c'est l'ensemble de votre activité est soumise à risque et donc la connaissance et bien identifier le risque me paraît fondamental. J'ai oublié ou j'ai pas cité le risque fiscal. La correcte application des taux de TVA me paraît absolument essentielle. J'ai vu certaines structures qui ne pratiquaient par exemple pas de taux de TVA sur tout ce qui était facturé au conseil départemental. Bon, effectivement, vous comprenez bien que ça pose souci et que là, vous avez un risque fiscal majeur de rappel de TVA sur les 3 dernières années. Alors,
comment on peut mettre en place l'action corrective? Effectivement, en faisant, comme disait bien Sébastien, si bien Sébastien, c'est effectivement identifier la nature de risque et s'assurer qu'on est bien en conformité. Et donc, pour cela, pour s'assurer qu'on est bien en conformité, eh ben, il faut se former, se faire accompagner pour s'assurer que ce qu'on réalise dans vos actions quotidiennes est bien conforme à la réglementation. Alors, j'oubliais aussi sur le plan de la réglementation, l'aspect du respect du cahier des charges est absolument fondamental. Le risque étant, si vous ne le respectez pas, votre autorisation ou votre autorisation ou votre agrément peut être amené à vous être retiré. Donc, on voit que là, il y a un risque majeur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la connaissance, et ça commence par là, c'est d'avoir la connaissance des bonnes pratiques, avoir la connaissance des textes, de telle sorte que vous puissiez vous mettre en conformité et engager des actions correctrices. Pour ça, effectivement, il faut, à mon sens, faire l'inventaire de l'ensemble de ce qu'on vient citer et puis voir prioriser par probabilité et par impact que ça peut avoir pour que du coup vous puissiez j'allais dire dormir tranquille et serrer le risque au minimum. Bien évidemment, quand bien même vous êtes en conformité, vous savez bien, c'est toutes les organisations et tout ce que vous pouvez mettre en place a tendance au bout d'un moment à un peu s'affaisser et la vigilance a tendance au bout de 2-3 ans à baisser. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un système de surveillance qui s'assure que en permanence, vous êtes au niveau. Hein. Ce risque est réel, on le constate régulièrement, c'est que effectivement, on va prendre un exemple simple, hein, c'est par exemple les mutuelles et les cas de dérogation d'adhésion obligatoire aux mutuelles. Eh ben, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, même si à l'instant T, vous disposiez bien de l'ensemble des dérogations, eh ben, au bout de 2-3 ans, voilà, vous êtes moins vigilant et du coup, vous faites courir un risque à votre entité. Donc, mettre en place un système de surveillance me paraît fondamental. Et puis enfin, effectivement, vous pouvez vous assurer, alors qu'on soit clair, hein, vous pouvez vous assurer sur tout ce qui est protection juridique qui vous couvrira sur les frais d'avocat que vous pourriez être amené à engager dans le cadre d'un contentieux URSSAF ou dans le cadre d'un contentieux fiscal, mais en aucun cas les sommes appelées ne seront payées par la compagnie d'assurance. Donc là, c'est simplement la protection juridique qui vous permettra de couvrir les frais d'avocat ou les frais de conseil. Voilà, donc les aspects réglementaires sont certains, enfin les risques sont certains. La probabilité d'avoir un contrôle URSSAF, en gros, c'est tous les 3 à 6 ans. Au niveau du contrôle fiscal, c'est environ tous les 10 ans. Donc, le risque prud'homal, j'allais dire qu'il est quasiment permanent dans la mesure où toute action que vous engagez et toute rupture de contrat de travail peut couvrir en lui-même un risque. Et donc, je vous engage effectivement à bien vérifier les conformités, mettre en place des actions correctrices si tel n'est pas le cas, et mettre en place un système de surveillance qui vous permette de vous assurer du niveau, j'allais dire, du niveau de protection nécessaire ou plutôt du niveau d'intervention nécessaire pour que vous puissiez vous couvrir des risques et ainsi, on le rappelle, hein, l'idée c'est de pérenniser votre structure et donc de ne pas faire porter des risques à trop fort impact à votre structure. Je vois que le temps tourne et je vais passer assez rapidement par contre sur la qualité de vie au travail, qui est pourtant l'axe, certainement un des axes les plus importants dans toutes les entreprises aujourd'hui. Comme disait Marion tout à l'heure, c'était un live talk qu'on avait fait aussi avec la FEDESAP. Julien Jourdan disait qu'avant, on avait beaucoup de travail, on cherchait à recruter, donc il y a eu un basculement entre aujourd'hui où les employés peuvent frapper à n'importe quelle porte et peuvent choisir librement, de manière facile, parce que c'est eux la denrée rare, à chaque porte, et puis choisir l'agence ou l'établissement d'aide à domicile qu'ils souhaitent. Ils peuvent partir du jour au lendemain, trouver du boulot ailleurs. Et donc, comment on fait pour conserver des gens? Et en termes de gestion entrepreneuriale, c'est un actif, c'est votre actif le plus important. Comment on fait pour garder les gens chez soi? Alors,
En fait, on entend un peu de tout. Moi, je suis assez. Moi, j'ai une vision très claire de comment doit être le management. C'est ma vision très personnelle. Mais j'entends des choses parfois qui me font peur en me disant c'est le management très descendant. Il y a des dirigeants qui vont dire il faut que tu fasses ça. On remplace les gens sur des programmes sans leur demander leur avis, sur des plannings. Et il y a peu de concertation. Il y a peut-être peu d'écoute, peu d'écoute et de reconnaissance en fait dans les employés, alors que la meilleure façon pour garder des gens, c'est qu'ils soient satisfaits dans leur travail, qu'on puisse, qu'ils puissent, comment dire, avoir une bonne adéquation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'un planning peut pas être fait comme ça, comme avec des pions qu'on déplace sur un jeu d'échecs. Et en fait, tout ça participera, in fine, à avoir une expérience. Alors vraiment, je parle de management avec des grands mots, mais de l'expérience employée. Et cette expérience employée, elle est nécessaire pour avoir une bonne expérience client. Et les bénéficiaires, le risque le pire qui peut vous arriver, c'est que, ils vous disent que vous faites du mauvais travail, qu'ils répandent la nouvelle que vous avez fait du mauvais travail, qu'il y a des salariés qui se sont mal comportés, etc. Ou qui sont fatigués, qui sont usés, ça se retransmet en fait dans leur comportement. Donc, si vous voulez avoir une très très bonne expérience client, bénéficiaire, il faut absolument avoir une expérience employée. Et donc, quand on a énormément d'arrêts de travail, à un moment, il faut peut-être se poser la question de est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je gère pas assez bien les employés? Les conditions aujourd'hui de travail, il y a des gens qui se mettent facilement en arrêt de travail, et on va dire ouais mais c'est de leur faute, ils sont feignants, ils veulent pas travailler. Pourtant on a mis en place plein de choses, et pourtant on continue à avoir des arrêts de travail. Peut-être qu'il y a autre chose à chercher dans le sentiment de reconnaissance, peut-être. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance au travail? Est-ce qu'on sent qu'on est reconnu en fait dans nos prises de position? Moi, j'aime bien en fait le concept. Je sais qu'il est très compliqué à mettre en place, mais pourtant, je pense que c'est une bonne issue. C'est le management participatif, coopératif, voire même d'avoir des équipes autonomes. Et on s'aperçoit que des salariés peuvent très bien gérer leur planning en parfaite autonomie. Et en fait, on déconsidère beaucoup de salariés parce que on les a mis dans une posture où ils ne décident plus rien puisqu'on décide tout pour eux. Et en fait, je trouve que ça enlève de la responsabilité et de l'autonomie, alors que les gens, dans leur vie personnelle, ils organisent déjà leur vie de famille, ils organisent leur argent, ils organisent tous leurs loisirs, ils organisent tout. Donc, ils sont tout à fait capables de transférer toutes les compétences qu'on a à titre personnel dans notre vie personnelle, dans le champ professionnel. Encore faut-il que la structure s'ouvre à quelque chose de plus participatif, plus discutable. Par exemple, on a vu des recrutements qui, la gestion des CV était faite par l'administratif, mais la personne l'entretien était fait par les salariés eux-mêmes. Parce que les salariés savent très bien si une personne dit ah non mais lui il n'est pas fait pour le boulot, ah lui je le sens pas. Quand on pose 2-3 questions un peu techniques, opérationnelles, on se voit qu'il ne sait pas répondre, il va lâcher dans pas longtemps. Et peut-être finalement que vous gagneriez plus de temps à faire confiance aux compétences de vos salariés, à les faire monter en compétences parce qu'ils sont tout à fait capables. Donc je trouve qu'il y a une vision de les salariés sont des incapables, il faut tout faire pour eux, et des salariés sont tout à fait capables, il suffit juste de les mettre dans les bonnes conditions. Pour mesurer la qualité de vie au travail, je repars encore sur la mesure. Il faut absolument de toute façon faire un questionnaire qui sera toujours le même, un peu comme le baromètre qui est lancé par Galaxy Conseil. On garde les mêmes questions et chaque année on voit si ça a évolué. Donc est-ce que les employés, la grande question qui existe aujourd'hui, c'est le Net Promoter Score. C'est est-ce que vous feriez la promotion en tant que salarié de votre entreprise à d'autres salariés? Et là, je pense que le chiffre, si vous avez un chiffre qui est mauvais, il va falloir se poser des questions et peut-être poser des questions aux salariés en leur demandant des feedbacks. Donc, vous faites un tableau sur Google Forms, par exemple, pour faire un questionnaire. Vous leur envoyez sur leur téléphone portable. Salut, est-ce que vous pouvez répondre à ces 5 questions? Vous le mettez en anonyme. Dites-leur qu'ils peuvent se lâcher et au contraire que vous êtes tout à fait prêt à entendre leurs griefs et ensuite faire aussi des entretiens individuels. Alors, je sais que l'entretien individuel, il
il y a beaucoup de salariés qui vont pas du tout se lâcher parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur des conséquences. Et parfois, il y a des entretiens, c'est seulement au bout de 45 minutes, voire 1 heure, ben, qu'on commence à se sentir en confiance et on va dire, oui, mais en fait, c'est vrai que en fait, je n'osais pas vous le dire, mais moi, ça me saoule. Je ne sais pas comment faire. Chaque fois, j'ai l'impression d'être déplacé. J'ai l'impression que vous ne considérez pas notre travail. Enfin voilà, il faut un peu libérer la parole et mettre les gens en confiance. Et c'est exactement comme ça. Et en supprimant tout son ego, parce que évidemment, on peut être blessé par les retours en disant ben, j'ai mal fait mon boulot de dirigeant. Mettre tout de côté en disant en fait, le principal, c'est pas que j'ai raison en fait d'avoir fait des choses. Le principal, c'est qu'on améliore les choses tous ensemble et que mes employés se sentent bien. Et vous verrez sur le long terme des employés qui se sentent bien parce que vous avez libéré la parole, parce que vous avez plus sur un management participatif, en bénéficierez sur le moyen terme à long terme. Et c'est beaucoup plus agréable en tant que dirigeant de se dire, en plus, je suis même pas essentiel sur pas mal de postes parce que les gens se gèrent tout seuls. Au niveau de la réévaluation des zones de risque, c'est vraiment... Il y a différents outils que là, on a mis dessus. Je pense que le fait de faire un brainstorming, c'est-à-dire ça rejoint ce que Sébastien disait tout à l'heure, c'est-à-dire de se réunir avec plusieurs salariés ou représentants de différents services en disant, voilà, quels sont nos risques potentiels, à quoi on peut être confronté. Il y a un exercice traditionnel, un outil traditionnel qui est le SWOT, c'est-à-dire regarder quelles sont les forces et les faiblesses, donc ça c'est au niveau interne, et menaces, les forces et faiblesses et opportunités menaces pour l'externe de la structure de se poser. Cet exercice, il est intéressant de le faire au moins tous les 1 an et demi, de regarder et de voir parce que ça peut évoluer. Voilà, la société, la structure peut évoluer très vite. Ce qu'il y a autour, le contexte social peut aussi évoluer très vite. Les mentalités, la société change. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter. L'adaptabilité est la qualité numéro 1 que doit avoir la structure. Voilà, et dire, ça, c'est plus possible. On peut plus, ou on a changé, on est passé à autre chose. Comment est-ce que maintenant on évolue et qu'est-ce qu'on... Voilà, on a peut-être de nouvelles menaces. Ça, c'était possible de le faire avant. Maintenant, on ne peut plus le faire. Donc, l'outil SWOT est un outil certes traditionnel, mais pour moi indispensable. Et puis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est revoir quotidiennement, non, de manière annuelle. C'est important de se poser sur voilà, quels sont les points clés, les vulnérabilités. Cette cartographie, il faut sans cesse la faire vivre, la faire évoluer. Et savoir quels sont, où est-ce qu'on en est de nos points de vulnérabilité et les suivis. Quand on a fait la cartographie des risques, on a identifié des choses, il faut qu'il y ait un suivi qui soit fait derrière avec un plan d'action dans un temps déterminé. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Où est-ce qu'on en est après tout ça? Est-ce qu'on a fait... Comment est-ce qu'on a pu améliorer des choses? Il y a peut-être des nouvelles vulnérabilités, on a peut-être calmé le jeu sur d'autres, mais d'autres se sont révélées. Et c'est important de faire une mise à jour souvent, très souvent, après avoir... tous les ans, ça peut être pas mal. Et puis, il y a le contexte aussi réglementaire qui peut changer la donne et qui peut des fois faire basculer des choses. Voilà, donc ça, c'est pour la réévaluation des zones de risque. On peut passer au slide suivant. Dans les questions que tout à l'heure, j'étais en train de regarder, j'ai vu qu'il y avait, on en viendra tout à l'heure à la fin, le DUERP était évoqué. Le DUERP est un document, donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est vrai que c'est un document qui pose les choses. C'est un document qu'il faut actualiser. C'est une obligation aussi pour l'employeur. Mais c'est très important de l'actualiser et
de l'avoir avec soi pour consigner tout ce qui, enfin les vulnérabilités, les dangers auxquels peuvent être confrontés vos salariés. C'est un document essentiel, le DUERP. Alors, on continue. Donc, l'assurance est une solution. Une solution parce que des fois, c'est une obligation. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Et en même temps, l'assurance est là aussi pour couvrir un risque, pour couvrir un ou plusieurs risques, mais c'est surtout, elle est là pour, c'est pour couvrir un grave. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c'est un grave qui peut coûter, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez un bénéficiaire qui décède, imaginez, hein, vous avez un bénéficiaire qui décède, c'est un enfant, ou alors que c'est un enfant qui n'est pas décédé, mais qui peut être handicapé à vie, et ça peut coûter très cher à la structure parce qu'il va falloir l'accompagner sur ce handicap tout le long de sa vie. Ça, c'est des choses où on peut vous demander 100 000, 200 000, 500 000, 900 000 euros. C'est des choses que vous ne pouvez pas sortir en matière de fonds propres. Donc, on est là pour couvrir des graves. On est là pour couvrir des graves en matière de faute inexcusable de l'employeur. Je peux sortir aussi, ça nous est arrivé d'avoir des salariés qui venaient à suer au volant dans leur... Ou alors, vous avez des choses où on peut rechercher votre mise en cause à titre personnel dans le cadre de la responsabilité des dirigeants sociaux, où là, pareil, vous pouvez être mis en cause pour plusieurs de centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc voilà, c'est important, l'assurance est quelque chose, c'est un transfert du risque. Et avec une capacité de sortir une certaine somme en cas où ce risque viendrait à se réaliser. Alors, la partie, alors vous avez compris que moi je m'occupe plutôt de la partie réglementaire. La partie réglementaire, c'est comment on peut se faire accompagner et par qui. Alors Marion citait très bien, effectivement, c'est la couverture assurantielle est un élément important, mais qui ne couvre pas tout. Et donc l'idée, c'est comment faire en sorte que, en se faisant accompagner, soit par un conseil, avocat, expert comptable, conseil conseil qualité, comment vous pouvez du coup vous assurer d'une conformité réglementaire qui me paraît importante. Donc effectivement, pour tout ce qui est risques sociaux pris au sens large du terme, il y a tout ce qui est mise en place d'une base juridique. Et là, rien de tel, j'allais dire, que effectivement un expert comptable ou un avocat pour vous accompagner là-dessus. Sur les aspects plus réglementaires, plutôt réalisés du coup des audits de la paye ou alors des audits des contrats de travail d'un côté, et puis de l'autre côté, tout ce qui est vous assurer qu'au niveau fiscal, vous êtes en conformité, et notamment sur les taux de TVA, c'est le sujet de mon point de vue le plus important. Vous avez aussi au niveau réglementaire tous les aspects référentiels, et donc là, il y a tout ce qui est évaluation interne et externe qu'il faut réaliser. De fait, vous les réalisez, mais c'est un élément déterminant pour par la suite mettre en place, faire les constats et mettre en place les plans d'action ou les actions correctrices que vous devez réaliser. Il va de soi que la partie formation est absolument essentielle. Je parlais brièvement tout à l'heure de l'exonération d'aide à domicile, d'exonération de cotisations sociales. Il y a un point qui est fondamental, c'est quand bien même vous le pratiquez, vous avez vos responsables de secteur qui rentrent les paramètres salariés, les paramètres d'intervention, et en fonction du paramètre qu'elles choisissent, déclenchent ou non cette exonération, ou alors l'exonération pour les personnes de plus de 70 ans. Et donc la formation de vos équipes est absolument essentielle, parce que si elles ne connaissent pas ce dispositif,
il y a de grandes chances que du coup, quand elle paramètre les données salariées ou les données d'intervention, et bien eh ben, on n'est pas, voilà, elle paramètre pas correctement le dossier. Pareil, quand vous recrutez quelqu'un et vous l'embauchez en temps partiel à moins de 24 heures, faire signer la dérogation, c'est absolument, faire compléter la dérogation, c'est absolument fondamental. Voilà, donc l'idée, c'est de former les équipes, parce que c'est des points absolument déterminants et qui vont vous couvrir et assurer votre. C'est un autre point d'assurance, c'est effectivement la formation, c'est une autre forme d'assurance pour vous permettre de serrer le risque au maximum et son impact. Moi, je ne traite que d'un petit problème, mais qui parfois prend des proportions énormes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Madeleine Riffaut, qui est la dernière. C'est une ancienne résistante, plutôt connue, puisqu'il faisait même une BD sur elle. Elle était et comme elle perdait peu à peu la vue, son auxiliaire de vie a petit à petit, avec la carte bancaire de Madame Riffaut, petit à petit, c'est un peu servi jusqu'à prendre jusqu'à 140 000 euros sur 10 ans. Et en fait, des faits comme ça, il y en a beaucoup. On a beaucoup de turnover. La confiance dans les salariés, elle se crée, mais malgré tout, on peut être tenté, avec les moyens de paiement personnels des personnes vulnérables, de se servir, de rajouter des produits dans le panier de courses qui ne se voient pas. Et donc, en fait, ESIO, ça permet à la fois de traiter ce point de sécurité pour les bénéficiaires, mais aussi pour les salariés, parce que quand on les interroge, ils sont en majorité assez mal à l'aise de devoir utiliser les moyens de paiement personnels des personnes âgées, surtout que ça altère en partie la relation humaine qu'ils ont, et Dieu sait qu'elle est importante, cette relation humaine et de confiance. Si on pouvait éviter toutes ces questions d'argent et éventuellement de suspicion mal placée de la part soit du bénéficiaire, soit de sa famille, on peut dire ah oui mais qu'est-ce que vous avez fait avec le chéquier, je vois ceci, enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations puisqu'il n'y a pas assez de numérique pour rendre les choses transparentes. Et donc nous on simplifie vraiment on coupe carrément la possibilité de toucher à l'argent personnel des bénéficiaires. Vous améliorez la qualité de vie au travail parce que vous donnez un outil indépendant et vous faites surtout gagner beaucoup de temps à votre structure. Parce que quand il y a un jour un vol et que ça remonte pour la structure, eh ben, vous devez avoir des avocats, aller au poste de police, faire des entretiens, vous perdez des heures et des heures et des heures pour un risque qui est connu, en fait. Ce risque est très connu. Donc, on a encore des personnes qui nous disent « Oui, mais nous, on maîtrise le risque. » Ah, mais c'est peut-être la grande question à se poser, c'est est-ce qu'on maîtrise vraiment toujours les risques? Est-ce que payer entre 50 et 100 euros un dispositif qui permet d'équiper l'ensemble de ses salariés avec des cartes de paiement, de suivre l'intégralité des transactions, d'apporter de la confiance et un outil de qualité de vie au travail et qui en plus épargne du temps de gestion et même du temps, le pire possible, c'est du temps de gestion de conflits quand le risque est survenu. Est-ce que ça vaut pas le coup? Et donc, je pense que c'est une des grandes questions aussi de cette conférence ce webinaire sur le risque, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ouais, mais non, mais ça va pas arriver. Donc, comment on se positionne sur quelque chose qui ne va pas arriver ou parce qu'on n'a pas envie de payer et on comprend en fait que dans l'impression que notre vie est régentée par cette injonction à payer pour des choses qui ne nous semblent pas risquées. Moi, j'ai pris une couverture assurantielle, par exemple, ce sont les investisseurs qui m'ont demandé ça, sur ma tête à moi. Parce que s'il se passe quelque chose, un jour, moi, j'ai un accident où je perds toute capacité à diriger la société, bah, il se passe quoi des yeux? Il se passe quoi pour la valorisation de la société, la transmission pour les enfants, pour les salariés aussi? Et ben voilà, je consens à payer 12 euros par mois pour assurer Sébastien Vray. Je consens aussi à assurer un certain nombre de matériels. Voilà. Donc à un moment, est-ce que ce paiement-là mensuel, qui est souvent mensualisé, il est, comment dire, c'est l'assurance, pas vraiment l'assurance, mais en tout cas, ça nous permet de nous libérer l'esprit, de donner plus de qualité de vie au travail, des outils plus performants aussi, parce que je pense que cette gestion du risque, elle rend
En fait, payer avant pour du risque, pour éviter ou pour se faire réparer du risque, ça permet moins d'embrouilles et moins d'embêtements après. Et ce temps, en fait, c'est de l'investissement. Donc, quand vous investissez sur la couverture de risque, quand vous investissez dans des outils qui diminuent le risque, vous investissez dans la pérennité de votre entreprise. Je voulais rebondir juste par rapport à ce que disait Sébastien. Nous, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a notre service sinistre. Et c'est vrai que le vol par préposé, parce qu'en fait, là, c'est une excellente idée, Ezio. C'est vraiment que le vol par préposé, on le diminue vraiment avec cet outil. Et Dieu sait que ça peut être compliqué. Nous, on en a de plus en plus. Même des vols par préposé où ça peut se terminer, c'est extrêmement long parce que ça va par des dépôts de plainte, il faut que ça passe au tribunal, c'est extrêmement complexe pour l'employeur. Enfin voilà, on a eu différents cas, on a même eu un cas où une auxiliaire de vie était complice avec la banquière de la personne âgée, et ça c'était dans les années 2012. Et le jugement n'a eu lieu que très dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a eu un détournement de près de 400 000 euros. Voilà. Donc ça peut monter à... Enfin, c'est pas anodin. Et voilà, il y a quand même aujourd'hui, on sait que voilà, par les temps qui courent, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a quand même, nous on a de plus en plus de vols par préposé. Donc évitons de se mettre cette charge en plus. Si on a des moyens d'éviter le vol par préposé avec l'utilisation frauduleuse de la carte bleue de Madame Janine, ne prenons pas ce risque si on a une solution pour éviter cela. Après, c'est la couverture assurantielle, comme je vous ai dit, elle est là. Il faut quand même, il faut se couvrir. Donc, c'est identifier les risques. Identifier des risques, c'est en matière de responsabilité civile vis-à-vis des dommages qu'on peut causer à un tiers ou que ses salariés peuvent causer à des tiers ou se causer entre eux. Ça, c'est très important. Vous avez aussi tout ce qui est les dommages aux biens, dégâts des eaux, incendies. Ce sont des choses... le dégât des eaux est le risque, le sinistre... le plus fréquent qu'on peut avoir aujourd'hui, mais l'incendie peut également exister il faut savoir qu'est-ce qui se passe si demain on ne peut plus utiliser ces locaux pour X ou Y raison. Il y a la couverture assurantielle en cas d'automission, c'est l'utilisation des véhicules personnels à des fins professionnelles ou s'il y a des véhicules flottes. On a vu également tout ce qui est risque financier, protection juridique. Donc là, ça peut être différentes questions de droit qu'on se pose et on ne les maîtrise pas tous. Et appeler un juriste dédié et se faire aider si on a une problématique avec un salarié, mais ça peut être aussi avec un bailleur, mais ça peut être également avec un tiers, voire même avec un financeur. Donc c'est important, soit c'est en résolution amiable du conflit, soit ça peut aller devant les tribunaux en référé et après aller plus loin, donc on paye les frais d'avocat. C'est bien évidemment la couverture qui pour moi est une couverture primordiale quand on dirige une entreprise, c'est la couverture des dirigeants. Voilà, parce qu'on peut être mis en cause pour comblement de passifs, pour violation des lois et règlements. Et ça, quand on ouvre une structure, quand on dirige une structure, certes, il y a besoin de la responsabilité civile, mais se couvrir en responsabilité des dirigeants, en plus quand on a des associés, c'est fondamental. Vous avez tout ce qui est cyber. Voilà, c'est une palette. Il y a aussi la couverture de l'homme clé, ce qu'on parlait tout à l'heure. Quand on est un dirigeant, demain, il nous arrive quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour la structure ? Ça, on ne sait pas. Je veux dire, personne n'est éternel, malheureusement. Et c'est pas
c'est pas se plomber le moral, mais c'est simplement être objectif vis-à-vis de la réalité des choses et anticiper au mieux pour couvrir aussi bien ses salariés que ses proches également. Parce que quand on est dirigeant d'une entreprise, il faut penser à ses proches, ascendants ou descendants, sur qui peuvent être mis en cause à votre place si vous veniez à disparaître. Il faut anticiper tout ça. Et bien évidemment, il y a la cartographie, mais c'est aussi voir, d'avoir un contrat d'assurance qui soit adapté par rapport aux limites de capitaux, aux franchises, qui soit le plus qui vous correspondent au mieux par rapport aux besoins des couvertures assurantielles de votre structure et ne pas attendre que le sinistre se soit passé et dire ah bah si j'avais su, oui mais c'est trop tard. Voilà. Donc voilà, c'est rechercher, faire un point sur ces contrats, dire là où est-ce qu'il peut y avoir des écueils. Par exemple, la couverture des prud'hommes existe et ça on ne le sait pas toujours. Donc payer les dommages et intérêts en cas de sinistre prud'homal, c'est peut-être souscrire un contrat PJ, de pouvoir anticiper en prévention et d'avoir un juriste avant que l'événement se passe. Voilà, c'est tout ça. Et puis avoir une gestion régulière, un suivi régulier de ces contrats d'assurance. C'est faire des bilans des risques aussi, parce qu'on peut avoir une masse salariale qui augmente, avoir des locaux qu'on croyait assurés et qui ne le sont pas. Et vous pouvez avoir des nouvelles situations. Donc, mettre au courant l'assureur et pas dire « Ah, mais je pensais que mon bâtiment était assuré. » Oui, mais vous ne l'avez jamais déclaré. Ah, bah là, et là, ça pourrait vous mettre à mal. Et puis s'il y a un sinistre, savoir quelle est la procédure comment ça se passe en cas de déclaration de sinistre. Et voilà, pouvoir, par exemple, quelque chose qui est tout bête, mais déjà, voilà, savoir comment ça se passe en cas de sinistre. Ou je prends, dans le cas d'un sinistre en automobile, c'est déjà avoir son constat amiable qui soit pré-rempli sur sa partie, ou pour vos salariés également, ils utilisent les véhicules de la structure, que si demain il se passait un sinistre, au lieu qu'elle soit dans le stress, avoir la partie qui leur correspond, la partie A, qui soit déjà pré-remplie, qu'elles ne cherchent pas le numéro, la carte grise, le numéro de contrat d'assurance. Il peut avoir du corporel, elles peuvent être en panique totale, c'est pas leur voiture, etc. Enfin, on ne sait pas comment ça s'est passé avec le tiers. Enfin, elles n'arrivent pas à se concentrer. Avoir une partie pré-remplie du constat amiable évite de partir dans tous les sens au moment du sinistre et de calmer le jeu. Ne pas oublier que votre assureur, votre courtier ou votre intermédiaire est là. Donc, si vous avez des questions sur j'accueille un stagiaire, est-ce qu'il est couvert, pas couvert, je vais avoir ces locaux, on est bailleur ou on va avoir un bailleur, comment ça se passe, enfin voilà. Ne pas hésiter à interroger votre assureur, votre courtier, votre agent pour tout ça. Et l'écrit est primordial. L'écrit, avoir une réponse écrite est essentielle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, c'est intéressant d'avoir une réponse écrite qui peut même servir dans d'autres cas pour vos collaborateurs aussi. Parce que le même cas peut se réitérer. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer le webinaire. Oui, la question pas. Bon, à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Plaisir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.